La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. En Chine, une mystérieuse pneumonie virale est apparue dans le centre du pays. Voilà qui pourrait faire peur chez nous, mais des scientifiques européens, dont des experts de l'ULB, tempèrent. Et les gens se disputent comme si c'était la fin du monde. Un virus déboule et tout est dépeuplé. Il y a 5 ans, nos vies sont bouleversées par une pneumonie atypique apparue en Chine. Ils avancent comme des ombres. Ils ne veulent pas prendre la décision d'intuber ou non telle ou telle personne. Le Covid débarque et chamboule nos sociétés. Confinement, vaccins, masques, malades, hôpitaux, bulles de 1, lockdown parties. Pour sauver des vies, le monde est mis entre parenthèses. Dans ce numéro spécial de l'histoire continue en plusieurs volets, nous revenons sur cet événement majeur qui a alterné le pire et le meilleur, l'isolement et la solidarité, la souffrance et la joie, la méfiance et l'espoir, la colère et la gratitude. C'est une grippe comme une grippe hivernale. Dans ce numéro, retour sur les tout débuts de l'épidémie, avant que la Belgique ne bascule. 1er mars 2020. Il fait un peu gris ce jour-là, quand la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, sort du 16 rue de la Loi, le cabinet de la première ministre Sophie Wilmès. À peine est-elle arrivée sur le trottoir que les micros des journalistes se pressent autour d'elle. Devant la lourde porte blanche du bâtiment, foulard rouge sur sa veste noire, Maggie De Bloch est rassurante. On est dans une situation où il y a une patiente qui se trouve à l'hôpital. Vraiment, je ne pense pas qu'il faut rester calme. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule patiente infectée en ce 1er mars. Une femme revenue de France et hospitalisée à Anvers. Certes, un autre cas a été détecté auparavant, mais l'homme est désormais guéri. Le gouvernement vient de décider de passer en phase 2 contre la propagation de ce coronavirus dont on ne sait pas grand-chose. Malgré tout ça, Maggie De Bloch, la ministre de la Santé, en est convaincue. Ce n'est rien de plus qu'une grippe. C'est une grippe comme une grippe hivernale, comme on a eu la grippe mexicaine qui était beaucoup plus virulente et qui maintenant est devenue une grippe quotidienne hivernale. Pourtant, la ministre de la Santé se trompe. Non, ce n'est pas qu'une grippe. 10 jours plus tard, l'OMS déclare l'état de pandémie mondiale. 17 jours plus tard, le confinement est décrété en Belgique. 20 000 personnes mourront sur la seule année 2020. Dans ce récit en 2 volets, nous avons retracé le fil de l'épidémie de Covid-19 avec ceux qui l'ont vécu au plus près. Premier volet, ceci n'est pas une grippe, l'arrivée du Covid en Belgique. Pour raconter cette histoire, il faut d'abord se déporter de 8500 km et se rendre dans une ville de Chine en décembre 2019. Wuhan est une de ces mégapoles incroyablement contrastées de la Chine centrale. Les rives du fleuve Yangtze sont hérissées de hautes tours de bureaux ultramodernes. Mais à l'ombre de ces tours, dans les quartiers périphériques, la Chine traditionnelle retrouve ses droits. Le marché de fruits de mer de Wan'an, au nord de la ville, déploie une grande structure métallique pour soutenir son toit de tôle bleue. À l'intérieur, des échoppes serrées les unes contre les autres proposent de tout. Des fruits de mer qui grouillent dans des caisses réfrigérées, mais aussi des animaux sauvages. Même des espèces protégées, normalement interdites à la vente. Une liste de prix circule. Sur une grande grille, apparaissent en photo les animaux que l'on peut acheter pour les manger. Paons, autruches, rats, renards, crocodiles, louveteaux, même de la viande d'âne. C'est là, selon toute probabilité, que début décembre se trouve le patient zéro, le premier à avoir porté le virus. Même si encore aujourd'hui, il faut le souligner, certaines publications suggèrent que le virus est circulé avant
Reste que le marché de Wuhan est le premier foyer connu de l'épidémie de Covid-19. Les premiers malades apparaissent dans les hôpitaux atteints de pneumonie atypique. Marius Gilbert est épidémiologiste et il reçoit, comme des milliers d'autres, des premières informations destinées aux spécialistes. 5 ans après, il se souvient de ce mois de décembre 2019 où le monde ignore encore tout de ce qui se passe. Il dépouille ses mails à l'ULB et un matin, l'un d'entre eux retient son attention. La toute première fois, c'est en recevant un mail d'une liste de distribution qui s'appelle Promed, qui est une liste de distribution qui sert en fait à ça, et que les gens qui travaillent dans le domaine de l'épidémiologie des maladies émergentes sont abonnés à cette liste. Et en fait, c'est une organisation qui a des correspondants un peu partout dans le monde, qui suivent un petit peu ce qui se passe dans la presse en matière d'événements infectieux et qui le renseignent. Et donc, la toute première fois où j'en entends parler, c'est une pneumonie atypique. Donc, le virus n'a même pas encore été identifié, n'a pas été séquencé. C'est une pneumonie atypique. Et on est donc en décembre 2019. On est en décembre 2019. Et je me rappelle très bien que mon inquiétude à ce moment-là, parce que c'est l'objet de mes travaux de recherche, c'est que ce soit une grippe aviaire. Parce que moi, je travaille depuis 2004 sur la grippe aviaire, qui est un autre virus candidat à éventuellement une pandémie. Et ma première réaction, c'est de me dire j'espère que c'est pas une grippe aviaire, parce qu'en fait, les grippes aviaires ont leur berceau en Chine, et donc tout a l'air de correspondre, quoi. Et je me rappelle que quelques jours plus tard, parce que les Chinois ont assez vite séquencé ce virus, quand j'apprends que c'est un coronavirus, et ça paraît complètement ironique rétrospectivement, je me dis ouf. Parce que ça aurait été plus grave une grippe aviaire. Pour moi, aviaire. Le scénario d'une grippe aviaire est un scénario pire que celui d'un coronavirus. Et donc c'est pour ça qu'on est un peu inquiet, mais pas forcément alarmé non plus. Les autorités chinoises comprennent assez rapidement que cette pneumonie atypique est causée par un nouveau virus de la famille des coronavirus. Il faut attendre la fin du mois de décembre pour qu'une notification officielle soit envoyée à l'Organisation mondiale de la santé. L'origine de ce nouveau virus n'est aujourd'hui toujours pas complètement éclaircie. 2 hypothèses circulent. La principale, c'est une zoonose, un virus transmis de l'animal à l'homme, chauve-souris ou pangolin. La deuxième, c'est une fuite de laboratoire, car à Wuhan, un centre de recherche travaillait justement sur des coronavirus. Retenons en tout cas qu'à partir de décembre, la région de Wuhan devient un foyer épidémique majeur. À ce moment-là, on ne sait pas encore grand-chose sur le virus, ni sa dangerosité, ni sa contagiosité. C'est donc dans le brouillard complet que l'information parvient en Occident. Sur la RTBF, c'est le 18 janvier qu'on en parle pour la première fois. La Chine compte alors officiellement une 50aine de cas. En Chine, une mystérieuse pneumonie virale est apparue dans le centre du pays, un virus qui a déjà causé la mort de 2 personnes. Cette maladie alimente les craintes d'une réapparition d'un virus de type SRAS. Précision dans cette édition. Les scientifiques redoutent une augmentation des contaminations dues au nouveau virus de la grippe apparu en Chine, un virus qui peut potentiellement entraîner de graves insuffisances respiratoires. Au moins 45 personnes malades ont été officiellement recensées en quelques semaines à Wuhan, une grande ville du centre du pays. Mais certains spécialistes avancent un chiffre encore plus important, un chiffre de 1700 malades. Ce nombre en augmentation inquiète, à l'étranger aussi. 2 cas ont déjà été détectés en Thaïlande et 1 au Japon. Les mesures de précaution se mettent donc en place au Haut-Faoumi. L'épidémie qui n'a pas encore entraîné de décès reste mystérieuse, mais le virus pourrait, selon les spécialistes, être aussi dangereux que celui qui avait provoqué 250 morts en 2003. Sous la lumière crue de l'incertitude, les experts, épidémiologistes, virologues et médecins sont convoqués sur les plateaux de radio et de télé. On s'intéresse ce soir à l'épidémie qui frappe la Chine, un mystérieux coronavirus. Le 22 janvier, Arnaud Reussen consacre le premier long format au sujet sur la première. Un spécialiste de ces questions est avec nous par téléphone ce soir, c'est Emmanuel Botiot. Bonsoir. Emmanuel Botiot, qui est professeur à l'Institut des maladies infectieuses d'Anvers, fait le point sur ce qu'on sait et surtout sur ce qu'on ne sait pas. Oui, il y a encore énormément de choses inconnues. Ce qui est une prouesse, c'est qu'on ait en quelques jours pu l'identifier d'un point de vue génétique, même en faire
en identifier le génome complet, donc ça en une dizaine de jours, alors que pour le SRAS, ça avait pris des mois et des mois avant qu'on sache exactement de quoi il s'agissait. Mais il y a encore énormément d'inconnus. Ça semble être parti de Wuhan, du marché là aux animaux, mais on n'en sait rien en fait. On n'a pas encore de preuves de ça, on n'a pas encore trouvé quel animal. Il y a eu énormément de prélèvements dans les environs de ce marché, on sent qu'on n'ait pu trouver vraiment une source précise. Et puis on ne sait pas non plus si finalement on ne voit que les formes les plus graves avec des pneumonies virales qui viennent à l'hôpital, ou s'il y a beaucoup de cas qui sont peut-être tout à fait modérés et qui passent plus ou moins inaperçus, peut-être même tout à fait asymptomatique. Et puis on ne sait pas non plus à la vitesse à laquelle le virus se répand, mais ça semble même à l'heure actuelle être assez rapide. Ce 22 janvier est une date clé, car c'est ce jour-là que le monde va commencer à comprendre que cette épidémie n'est pas à prendre à la légère. Le 22 janvier en Chine, 3 villes sont placées en quarantaine. Wuhan, Wangang et Hezhou. 40 millions de personnes sont interdites de sortir de leur maison. Les images sont stupéfiantes. Les avions cloués au sol, les trains à grande vitesse à l'arrêt, chaque déplacement est contrôlé par les autorités. Et tous les moyens sont bons. Drones, robots, les rues sont désertes. Wuhan est coupé du monde. La liberté de la presse, très restreinte, ne permet pas de saisir l'ampleur de ce qui se déroule là-bas. Mais on comprend que les hôpitaux chinois sont débordés quand l'armée lance la construction d'un hôpital de campagne. Le bilan s'élève actuellement à 836 personnes infectées, 26 décès. Le gouvernement chinois, après le confinement de 40 millions de personnes pour enrayer la propagation du virus, va désormais construire en seulement 10 jours un hôpital de 1000 lits pour les patients infectés. Sur une grande plaine de terre rouge, des dizaines de bulldozers s'activent, peltent, terrassent. Les bétonneuses tournent sur d'énormes camions. Chaque minute est essentielle. En moins de 10 jours, des blocs préfabriqués vont être assemblés pour accueillir 1000 personnes à la fois. Une manière de réduire la pression sur les autres hôpitaux de la région et de prodiguer des soins appropriés aux malades. C'est une première alerte. Mais ce jour-là, personne n'imagine vraiment qu'une telle situation puisse advenir chez nous. Tout ça a l'air encore irréel et lointain. Emmanuel André est médecin infectiologue à la KU Leuven. Il pressent, en voyant les images venues de Chine, que le pire est peut-être en train d'arriver, même s'il espère encore pouvoir l'éviter. L'image que j'ai en tête, c'est vous retrouver devant un énorme orage qui est en train d'arriver petit à petit et vous voyez bien certaines choses venir, mais quelque part vous espérez que l'orage passe à côté ou qu'il s'arrête. Le moment où on a eu un premier signal clair, c'était ces images qui venaient de Chine avec des constructions d'hôpitaux, des files d'attente dans les hôpitaux. On ne peut pas penser à une grippe quand on voit ces images. La Chine fait face à des épidémies de grippe chaque année et c'est pas ce genre d'image qu'on reçoit. Et l'orage qu'Emmanuel André espère voir s'éloigner se dirige tout droit vers l'Europe et à un rythme que personne n'imaginait aussi rapide. En ce 25 janvier, les premiers cas sont détectés sur le sol européen. Les autorités pourtant restent rassurantes. Bonsoir à toutes et tous. Le coronavirus est donc arrivé en Europe. 3 cas ont été confirmés en France. 3 patients qui avaient récemment voyagé en Chine. Au total, ce sont 11 pays qui sont maintenant concernés. Mais si en Chine, on parle d'une situation grave avec une épidémie qui s'accélère, ailleurs, on est beaucoup plus rassurant. Caroline Hick.
Le coronavirus est désormais Une semaine plus tard, le 4 février, 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de ce journal, un premier cas de coronavirus en Belgique. Une personne est prise en charge à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Elle venait d'être rapatriée de Chine. Les précisions avec Laurent Henrard. Et en effet, devant l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, les premières informations parviennent aux journalistes qui attendent d'en savoir plus sur ce premier patient. Oui, ce patient est hospitalisé avec toutes les mesures de précaution nécessaires. Il se trouve en isolement dans une unité spécialisée. Il se trouve dans une chambre à pression négative, c'est-à-dire une chambre qui aspire l'air intérieur dès qu'on ouvre la porte. Objectif, bien sûr, éviter que l'air intérieur ne s'échappe. Alors le patient ne peut recevoir aucune visite, aucun contact physique avec ses proches. Des mesures de protection sont prises aussi pour le personnel soignant qui est habitué et entraîné à traiter les maladies hautement contagieuses. Les médecins, les infirmiers doivent porter des lunettes de protection, un masque, une blouse spécifique et des gants aussi. À ce moment-là, c'est le premier cas connu. 5 ans après, on sait qu'il est très probable que le virus circulait déjà, sans doute, à bas bruit depuis des semaines en Belgique, au sein de la population. Mais problème, à ce moment-là, on connaît mal ce virus et l'on pensait encore pouvoir échapper au pire, par le traçage et l'isolement des malades. Un événement va permettre aux experts de mieux comprendre l'ennemi que l'on a à combattre. And now it's sinking in a little bit more like, wow, this is real stuff and we could get sick and who knows what's going to happen. Nous sommes le 14 février. Au bout du téléphone, la voix de Cheryl Moleski semble lointaine alors qu'elle répond aux questions des journalistes. Cela fait 10 jours que cette Américaine et son mari, Paul, sont coincés à quai dans le port de Tokyo, au Japon, à bord d'un grand paquebot de croisière, le Diamond Princess. Nous sommes inquiets, nous l'avons toujours été. Cheryl est artiste textile, Paul est céramiste. À plus de 60 ans, cette croisière vers le Japon, c'était le rêve de leur vie. Partis des États-Unis le 16 janvier, ils devaient ensuite traverser le Japon en train. Mais dès le 25 janvier, une rumeur court à bord du bateau. Un passager serait atteint par le coronavirus. Le 3 février, c'est le choc. Le capitaine du bateau annonce que tout le monde est en quarantaine. Le bateau accoste au port de Yokohama. Bloqué. Interdiction formelle de descendre. Le Diamond Princess est confiné avec ses 3700 passagers. Le nombre de cas constatés à bord a triplé. 61 personnes sont désormais porteuses du virus. Pas de balade sur les ponts, personne sur les petites terrasses des cabines. Les mesures de sécurité sont strictes. Le bateau doit rester en quarantaine jusqu'au 19 février. Mais plus les jours passent, plus la situation s'aggrave. Cheryl Moleski est inquiète. Mais nous pensions qu'avec la période d'incubation de 2 semaines et la quarantaine de 2 semaines, le nombre de cas se serait stabilisé. Nous espérions même qu'il serait en diminution. Malgré la quarantaine stricte sur le bateau, le nombre de cas est en train d'exploser. Quand le ministre japonais de la Santé, Katsunobu Kato, révèle le dernier bilan le 14 février, les chiffres sont impressionnants. Nous avons réalisé de nouveaux tests sur 221 personnes. 44 d'entre elles sont positives. Cela fait donc 218 personnes infectées sur les 713 que nous avons examinées à ce jour. Pour les épidémiologistes, le Diamond Princess est un formidable laboratoire. C'est en consultant les données que Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB, comprend qu'on va basculer dans quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, il raconte. Pour moi, c'est le point de bascule au niveau de la dangerosité, c'est ce bateau, le Princess Warrior, là, qui était... Le Diamond Princess Warrior, pourquoi est-ce que je passe pas ça? Le Diamond Princess, qui était amarré au Japon, où il y avait eu comme ça une espèce de mini-épidémie qui s'était produite, mais là, les autorités japonaises avaient échantillonné tout le monde, ils avaient testé tout le monde, et donc là, on avait une estimation fiable du dénominateur, et qui montrait que même en testant tout le monde, on avait quand même des taux de décès qui étaient de l'ordre de 1%, ce qui est en fait
peut paraître peu, mais c'est beaucoup quand on l'extrapole à l'échelle d'une population. Et le deuxième élément qu'on avait en même temps que ça, c'est que la Corée du Sud faisait des dépistages extrêmement massifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils testaient énormément de personnes parmi les contacts de premier ordre, de deuxième ordre, autour des personnes infectées, et ils ne trouvaient pas comme ça un dénominateur aussi large. Et donc, même quand on calculait les taux de décès sur base des données de la Corée du Sud, on avait là aussi des taux de décès qui avaient l'air convergents avec le Diamond Princess. Et c'est là que, pour moi, la dangerosité devenait importante. Et je me dis, effectivement, là, on a face à quelque chose qui va être hors norme par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Face à de telles informations, la priorité absolue est donc d'endiguer le virus. La Chine applique déjà un remède de cheval et dans tous les pays, on tente de tracer et d'isoler les malades. Mais l'eau continue de monter résolument et des signaux d'alerte commencent à clignoter un peu partout. L'épidémie de coronavirus a franchi le cap des 2000 décès avec notamment 2 premiers morts en Iran. Une épidémie qui n'est toujours pas endiguée, mais l'OMS se félicite néanmoins des progrès enregistrés, notamment dans la mise en place de systèmes sanitaires efficaces. On le sait aujourd'hui, la période d'incubation du virus est longue, jusqu'à 10 jours, et de nombreux porteurs sont asymptomatiques. Les autorités ont donc toujours une guerre de retard. Quand un malade est isolé, des dizaines, voire des centaines, passent sous les radars. À la mi-février 2020, il devient petit à petit clair pour de plus en plus d'experts qu'on n'échappera plus à la pandémie mondiale. Marius Gilbert se souvient. Il y a une fenêtre d'opportunité. Là, on a l'impression qu'il y a une fenêtre d'opportunité parce qu'il y a plein de caractéristiques épidémiologiques de virus qu'on ne connaît pas encore. On a l'impression qu'il y a une fenêtre d'opportunité durant laquelle, si on arrive à bien suivre les cas qui sont introduits dans d'autres pays et que dans le même temps, la Chine arrive à éteindre la source par un lockdown assez strict, mais qu'on pourrait en fait arriver à contenir cette épidémie comme on a contenu le premier SRAS, le SRAS-CoV-1 en fait, parce que là aussi il y avait eu un peu de propagation internationale et en fait ça s'était éteint. Donc il y a à ce moment-là encore l'espoir qu'on y arrive et il y a un point de bascule qui pour moi se situe quand on annonce les premiers décès en Iran. Et moi à ce moment-là je me dis s'il y a des décès en Iran, ça veut dire qu'il y a des milliers. L'Iran est un pays gigantesque. C'est un pays qui est plus proche de chez nous. Et c'était même, je pense que c'était avant les premiers décès en Italie. Ça veut dire qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de cas dont on n'a absolument pas connaissance qui sont par là. Et donc, à ce moment-là, je me dis, là, ça va être très, très difficile d'échapper, en fait, à une pandémie. Et le pressentiment de Marius Gilbert ne tarde pas à se confirmer. Panique dans toute l'Italie. Ces dernières heures, le virus a fait ses 2 premières victimes européennes. Elle avait 77 ans, lui 78, 2 Italiens décédés ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de personnes infectées en Lombardie est maintenant passé à 39. La peur du coronavirus gagne l'Italie car plusieurs régions sont touchées par le virus. Je suis très inquiète. Je vais acheter de la nourriture, sinon ça va empirer plus tard. Mais tout est fermé. J'y vais. Parmi ces initiatives, il y a clairement la suspension de tous les types de rassemblements et de manifestations publiques, la suspension des activités commerciales, hors ceux d'utilité publique. Il y a aussi la suspension du travail pour toutes les entreprises de la région. Plusieurs villes du nord de l'Italie sont littéralement mises sous cloche. Le printemps, qui d'habitude fait sortir les Lombards dans les rues, est comme mis en pause. Pas de terrasse où boire son café, pas de place où jouent les enfants, pas de touristes qui flânent. Dans les rues, c'est l'armée qui patrouille. Les gens ne peuvent pas bouger. Les petites villes, et à l'occurrence la ville où ma fille se trouve, est complètement bouclée.
Il y a des barrages, il y a l'armée. Et l'armée a bougé hier, parce que jusqu'à hier, il y avait une certaine flexibilité. Les gens pouvaient bouger un peu plus. Mais figurez-vous, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus dans les centres commerciaux et dans les supermarchés de la ville de Piacenza, qui n'étaient pas encore touchés, pour faire leur grande course, parce que près de chez eux, déjà tous les supermarchés, les gros supermarchés avaient fermé. On attend qu'on relève de nouveaux cas ici sur Piacenza aussi, et on attend que Piacenza soit bouclé dans les prochaines 48 heures. Donc en fait, il y a une quarantaine, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, avant que la quarantaine ait commencé, se sont mis en auto-quarantaine. Les mesures de confinement prises par l'Italie confirment les craintes des plus pessimistes. Ce qui est arrivé à la Chine est en train de nous arriver, à nous aussi, en Europe. L'inquiétude partagée par quelques experts percole dans la population, les médias et les autorités. Christy Moréal était ministre de la Santé en région wallonne. Comme ses collègues, elle est restée plus ou moins rassurante depuis le début de la crise. Mais les événements dans le nord de l'Italie vont finir de la persuader. Aujourd'hui, elle raconte. Une partie de ma famille vit en Lombardie et donc je sais que c'est le poumon économique de l'Italie. Je sais que jamais l'Italie ne va fermer l'endroit qui est le plus riche de son pays. Et pourtant, effectivement, après les petits villages, ils ont décidé de faire un lockdown dans la Lombardie. C'était un soir, je m'en souviens, j'ai regardé les informations à la télévision. Mon compagnon, mes enfants étaient dans un match de foot au Standard. Je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, il se passe quelque chose de très grave, quittez avant la fin du match, ne tenez pas les rampes d'escalier et venez me rejoindre. Et j'ai eu un contact de quasi 1 heure au téléphone avec la ministre fédérale de la Santé, Maggie de Bloch en l'occurrence, à ce moment-là, pour lui demander de déclencher la phase d'urgence. Or, à ce moment-là, Maggie de Bloch, la ministre fédérale de la Santé, se montre encore très rassurante. Le 28 février, dans un tweet, elle traite ceux qui prédisent une pandémie d'ampleur de drama queen. Elle n'est évidemment pas la seule à s'être trompée dans l'incertitude du moment. Dans les médias aussi, les messages évoluent de jour en jour, en particulier sur l'utilité des masques pour se protéger. Pour les personnes qui ne présentent aucun symptôme, un masque porté préventivement donc reste une barrière très fragile. Pour les personnes qui vont bien, les professionnels de la santé le répètent, il n'y a aucune utilité à porter un masque, c'est inutile, sauf peut-être dans les lieux bondés comme le métro aux heures de pointe. Et encore, l'effet serait principalement psychologique. Dans ce moment un peu suspendu, pétri d'incertitude où le monde pressent qu'il est en train de basculer, des marchands de déni apparaissent pour donner du sens à ce qui n'en a pas encore. Le 25 février, un homme apparaît dans une vidéo YouTube relayée par de nombreux médias dans le monde. Il affirme, lui, que tout ça n'est qu'une farce, car il a la solution, l'hydroxychloroquine. On m'a demandé le conseil que je donnais aux Chinois et ce que j'attendais des Chinois. Je leur ai dit, j'espère que très très vite, les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine. Longs cheveux blancs et gris, barbe fournie, habillé de son éternelle blouse blanche, Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses à Marseille, assène que l'épidémie est finie. Et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur le coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes. Et donc, c'est pas la peine de s'exciter. Faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. La plus facile à traiter de toutes. L'affirmation émane plus de Gandalf le magicien ou d'un prophète que d'un scientifique. On démontrera plus tard que le remède miracle ne fonctionne pas et que son étude a été manipulée pour tronquer les résultats. C'est dans cette ambiance de grande incertitude que le 2 mars, les vacances de carnaval se terminent. Les vacanciers reviennent d'Italie, de France ou d'Espagne, parfois de zones où le virus circule déjà largement. Les élèves retrouvent l'école dans une relative insouciance. Je me dis que comme il n'y a pas eu de contamination là où j'étais, en France, je me dis qu'il n'y a pas de risque que j'attrape le coronavirus. D'office, j'ai des amis qui reviennent d'Italie, mais je me dis que ça devait arriver, on ne peut pas les empêcher de revenir à l'école. Donc,
Moi, mes parents m'ont dit de bien prendre les mesures de sécurité qu'il fallait, donc se laver les mains assez régulièrement. Et par rapport aux personnes qui revenaient de vacances, on n'a pas vraiment... Ils m'ont pas donné de règles en me disant que je devais avoir de la distance avec certaines personnes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient passés de Sicile à Charleroi, donc ça veut dire qu'il y a moyen qu'il y ait des gens qui étaient contaminés à Charleroi et ça peut empirer. Donc c'est pas que ça me stresse, mais c'est que je me pose un peu des questions. En Belgique, peu de mesures spécifiques sont prises. Les moyens de test, d'isolement et de traçage manquent, de toute façon. Alors les consignes sont à peu près les mêmes que pour la grippe. Se laver les mains régulièrement, rester chez soi si on est malade. Donc on est déjà en contact avec la pharmacie du coin pour avoir du liquide désinfectant à placer dans des endroits stratégiques de l'école. On a aussi du désinfectant pour les surfaces que les femmes d'ouvrage vont pouvoir utiliser pour désinfecter les locaux, les téléphones, etc. Ce retour des vacances de carnaval est marqué par les premières controverses. Le gouvernement en fait-il assez? Ne faudrait-il pas déjà confiner ceux qui reviennent d'Italie, tracer tous les malades, fermer les écoles? À ce moment-là, il est à la fois trop tôt pour agir car les certitudes et les moyens manquent, et en même temps, il est déjà trop tard, car la vague est déjà là. Marius Gilbert, épidémiologiste, se souvient avoir passé à cette période de longues nuits sans dormir. Les angoisses, les nuits où la tête tourne en se disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on va faire ?» etc. Elles datent plutôt de la période avant que la pandémie soit en Belgique. Donc c'est quand je vois la vague arriver que j'ai l'impression qu'on va rien pouvoir faire et que je sens qu'il y a une espèce de déconnexion avec ma propre perception de caractère inéluctable et de voir que la société fonctionne tout à fait normalement, c'est à ce moment-là que je dors pas bien. Parce qu'on a comme ça une espèce de pulsion qui dit mais il faudrait alerter tout le monde, et en même temps on se dit mais oui, mais même si j'alerte tout le monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, et donc voilà. Mais par contre, une fois que c'est chez nous et qu'on rentre dans l'action, qu'on rentre dans la réaction, que le risque est reconnu à sa juste proportion, là, moi j'ai plus peur à ce moment-là. On est dans l'opérationnel, on est dans l'action, et puis il faut essayer de faire au mieux avec ce qu'on a à un moment. Mais c'est vrai que quand cette vague arrive, on est très démunis. Et la reconnaissance du risque est compliquée, car on avance dans le brouillard. Début mars, Emmanuel André travaille toujours dans son laboratoire de référence pour les maladies infectieuses de la KUL. Et il décide d'avoir un discours plus clair auprès de la population et des autorités pour préparer les esprits à ce qui va arriver. 5 ans plus tard, il raconte avoir décidé d'utiliser le mot « pandémie » auprès des autorités avant l'alerte de l'OMS. On est dans une pandémie, et donc j'ai utilisé ce mot-là avant que l'OMS ne la déclare, parce qu'à partir du moment où un virus est capable de se propager mondialement, de transformer les sociétés, d'avoir un impact qui est non seulement sanitaire, mais aussi social, économique, et on voyait les choses arriver, eh bien on est par définition dans une pandémie moderne. On n'est pas dans une pandémie du moyenâgeuse, mais on avait une propagation rapide. Donc quelque part, les différents éléments d'une définition de pandémie étaient déjà atteints plus tôt, et il fallait utiliser ce mot-là. Le 5 mars, la Belgique compte 50 cas confirmés. C'est encore très peu. Mais ce nombre a doublé en 2 jours. Le nord de l'Italie est déjà en train de s'écrouler. À la Chambre, la discussion de la séance plénière est consacrée au coronavirus. Plusieurs députés s'inquiètent d'une réaction trop faible des autorités belges. La ministre de la Santé, Maggie De Block, prend la parole. Sa ligne ne change pas depuis le début. Elle continue à parler d'une grippe et tente de rassurer. Il faut appeler un chat. Il s'agit d'une nouvelle forme de grippe modérée qui va se propager partout dans le monde et qui va devenir une simple grippe saisonnière comme nous en avons connu une récemment. Je pense qu'il ne faut pas semer la panique et l'inquiétude. Et on voit donc des magasins vides en Italie et on court aux magasins ici pour se constituer un stock chez soi. C'est tout à fait inutile, c'est un stress inutile, une panique inutile que l'on sème, mais je sais qu'il est difficile
de garder son sang-froid. Je l'ai déjà dit en commission. J'ai été médecin généraliste pendant 25 ans. J'ai suivi une formation en médecine. On m'a donné un bon conseil. J'ai toujours retenu cela. Si le médecin s'en va ou le médecin commence à pleurer, qui va aider le patient? Il faut faire de notre mieux pour aider nos patients. Cinq ans plus tard, Emmanuel André, sollicité comme expert auprès des autorités, se souvient de ce discours. J'interprète ça comme un manque profond d'honnêteté intellectuelle. Dans sa façon d'interagir avec les scientifiques, Maggie de Bloch, par exemple, nous demandait toujours, c'était la façon dont elle formulait ses questions, de confirmer que c'était une grippe. Et elle avait envie de pouvoir le dire en disant qu'elle était soutenue par les scientifiques. Et cette approche-là, je l'ai entendue plusieurs fois. J'ai entendu communiquer au téléphone avec certains de mes collègues. Et comme on était souvent dans la même pièce, bien, on savait comment les choses se passaient. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas correct. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que très rapidement, cette personne qui, je ne veux pas la juger sur d'autres points que ce point précis, a été très rapidement écartée de la gestion de l'épidémie parce que elle n'était pas équipée d'un point de vue formation ou d'un point de vue méthodologique pour affronter un tel problème. Et ça, on ne peut pas en vouloir, parce que je pense que c'est un problème tellement unique que c'est certainement pas la seule personne qui se serait retrouvée en difficulté. Et je dis pas que d'autres personnes ne se sont pas retrouvées en difficulté, mais l'approche de l'intelligence collective, clairement, n'était pas utilisée. Pourtant, 5 jours plus tard, le nombre de cas explose. Et tout d'un coup, tout semble s'accélérer. On passe dans un autre monde. Un Conseil national de sécurité est convoqué le 10 mars. Cet organe a été créé pour faire face aux événements hors normes, comme les attentats du 22 mars. La Belgique passe en mode gestion de l'urgence. Les autorités décident d'interdire les événements intérieurs de plus de 1000 personnes. Et les visites sont interdites dans les maisons de repos où l'on redoute le pire. On a des familles qui nous téléphonent un petit peu aux abois en se disant et pourquoi et que se passe-t-il et que c'est que là. On les rassure et on dit écoutez, les personnes âgées sont les plus vulnérables, ils sont en première ligne susceptibles d'avoir un problème, donc il faut pécher par prudence plutôt que par témérité. Certains le comprennent et d'autres ne le comprennent pas. Donc j'ai des coups de téléphone. C'est des mesures de sécurité. Nous respectons les règles qu'on nous a imposées. Maintenant, bon, il faut être prudent, quoi. C'est triste parce qu'ils ne comprennent pas. On leur dit, bon, vous ne pouvez pas sortir, vous n'aurez pas de visite momentanément, mais il y a le téléphone, quoi, voilà. Le lendemain, le 11 mars, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare officiellement la pandémie mondiale. Dans les magasins, les pénuries commencent. Il manque de masques et de gel hydroalcoolique, parfois de sucre et de papier toilette. Le parking de ce magasin déborde sur la rue d'à côté, embouteillage, klaxons, pagaille. Certains clients y ont passé toute la matinée. Depuis 3 heures. 3 heures entre le parking, avoir une charrette, puisqu'il n'y en a plus, et la file en haut, c'est horrible. Et les gens se disputent comme si c'était la fin du monde. Les employés, eux, sont tellement occupés aux caisses à gérer le parking qu'ils n'ont plus le temps de remplir les rayons. Ça donne une impression de pénurie et c'est l'inquiétude qui prend le dessus. Il y a des choses qui manquent. D'ailleurs, le papier WC, plus rien. Tout ce qui est huile. Donc les fruits et les légumes, ça va. Certains fromages, non. Sinon, ça va encore. Je pars pas sans rien. On ne sait pas si les magasins vont fermer ou s'ils vont rester ouverts. Donc on fait comme on peut, quoi. Inquiet un peu ? Un petit peu. Le 12 mars, une vidéo sur le web devient aussi virale que celle de Didier Raoult. Je viens de terminer mes 12 heures de garde. Pour celles et ceux qui veulent voir, le déni n'est plus possible. Qu'est-ce qui m'a le plus touchée pendant la nuit ? Sur les images, une infirmière de l'hôpital de Crémone, en Italie, apparaît. Francesca Mangiatordi a le visage tendu et les cernes creuses. En combinaison de protection, elle lance un message au monde. J'arrive juste à pleurer. Je crois que mes collègues se battent à chaque moment.
Ils doivent choisir entre une vie plus jeune et une vie plus âgée. Sur la vidéo, les yeux des patients sous oxygène sont inquiets. Les soignants ont le corps écroulé de fatigue. L'hôpital de Crémone est débordé, malgré le calme de la nuit. Leurs visages sont presque inexpressifs. Ils avancent comme des ombres. Ils ne veulent pas prendre la décision d'intuber ou non telle ou telle personne. Je pense que c'est un combat inégal. Nous sommes bien moins armés que le virus. Mais malgré le peu d'armes que nous avons, on essaie de résister et de combattre. Le choc des images qui nous parviennent d'Italie va convaincre de nombreux Belges que la situation est grave et qu'il est important d'agir. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Le 17 mars, le confinement général est décidé. L'activité en plein air est autorisée et même recommandée. Nous vous raconterons cette décision et ses conséquences dans quelques semaines. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait chaque semaine dans l'Histoire continue. À la réalisation, Jonathan Rémy, à la coordination, Émilie Malice. L'Histoire continue sur la première.